De vous retrouver ce matin, j'espère que vous passerez d'agréables moments en notre compagnie, oui, en notre compagnie, j'y arrive. Alors aujourd'hui, plusieurs thématiques comme d'accoutumé dans notre magazine Bonjour d'Algérie. Tout d'abord, on va mettre en relief les invités d'honneur de cette matinale. En l'occurrence, donc le docteur Ilyes Barli qui n'est plus à présenter. Il est vraiment connu à l'échelle internationale. Il est le premier Algérien justement à décroché en 2018 un prix des plus prestigieux pour ce qui relève de la médecine orthomoléculaire, ainsi que vraiment dans le domaine de la nutrition, dont vraiment ses recherches versent dans ce domaine en particulier et le distinguent pour lui valoir justement le droit à l'accès à la première place dans une société savante internationale, puisque lui, fondateur de la Société algérienne de nutrition et médecine orthomoléculaire, est aujourd'hui à la tête également de la Société internationale de médecine orthomoléculaire basée à Toronto. Nous aurons le plaisir de recevoir cette figure emblématique de la médecine algérienne et de la recherche en Algérie ce matin pour parler de son actualité. Puis nous aurons aussi dans un autre registre le plaisir de recevoir donc un chanteur que vous n'avez pas souvent vu dans Bonjour d'Algérie. Il est de passage dans son pays natal. Il s'agit donc de Cheb Nassim London qui sort deux nouveaux singles et qu'on va présenter ce matin en sa présence. Dans cette matinale, nous retrouvons aussi nos amis du dimanche, en l'occurrence Aïda Meshri, mais également aussi Jawdet Gessouma qui va faire un voyage à travers les livres qui relatent cette période justement vécue du temps des Ottomans en Algérie. Et puis Mariam Moussaïd viendra nous mettre en relief les vertus d'une plante. Et aussi l'équipe de la sportive sera présente ce matin. C'est à l'occasion justement de l'organisation par l'Algérie de la 15e édition des Jeux sportifs panarabes 2023. Donc l'ouverture, le coup d'envoi symbolique se fera le 5 juillet prochain. Mais bien sûr, les préparatifs suivent leur cours à J-3. Nous allons voir de quoi ils retournent. Merci encore une fois d'être avec nous, mesdames, messieurs. Je vous souhaite vraiment une agréable matinée. Et tout de suite, on va découvrir les nouvelles du ciel avec Amal Aribi pour savoir comment s'orienter en cette journée. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Voilà, singing in the rain. Yes. J'avais envie de dire bonjour Amel. Bonjour Nadia, ça va? Enchantée de vous revoir ce matin. De même. Voilà, vous êtes vraiment conforme à la saison. En revanche, la jeune fille avec le parapluie, ça ne va pas. Est-ce que ça augure de quelque chose pour cette semaine? Non. Peut-être vers les régions intérieures, oui. D'accord. Et au sud. Alors, qu'en est-il de cette journée, s'il vous plaît? Question temps. Merci Radia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le temps restera dégagé à partiellement voilé sur pratiquement l'ensemble des régions côtières et à noter des vents assez forts près des côtes centre et est durant cet après-midi. Des vents également, mais en soirée vers les hauts plateaux de l'ouest et le centre qui peuvent engendrer quelques particules de sable. En suspension, par contre, l'après-midi, eh bien, on aura des foyers orageux sur les hauts plateaux ouest, centre et est qui peuvent engendrer quelques pluies l'après-midi à moitié sud, excepté quelques voiles tout au long des frontières algéro-maliennes, la Sabra, le Nord-Sahara et les Oasis et le Sahara central, avec des foyers orageux qui vont donner quelques pluies durant la journée. Des formations cumuliformes, par contre, sur le haut plateau, sur le Gard et le Tassili, avec une tendance orageuse durant la journée, avec toutefois des solons de sable, cette fois-ci vers le sud-ouest. Les températures, l'après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu un maximum de 38 degrés du côté de Rolizan, Chelfi Mascara, 37 à Albayot, 35 degrés à Djelfa, 33 à Tlemcen, 34 degrés à Batna, 32 Tizi Ouzou, 31 à Alger, 29 à Annaba, au sud 34 degrés à Tamanrasset, 40 Gardaïa Biskra, également Janet, 44 Borj Bedji Mokhtar, Ingazam, 45 à Ilizi et le maximum cette fois-ci à Adrar Insala avec 47 degrés.
La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur les côtes ouest et centre, mais plutôt agitée sur les côtes est. Les vents arriveront jusqu'à 40 km/h sur les côtes centre et est. Les vents seront de secteur est sur les côtes centre, nord-ouest sur les côtes est et 10 à 20 km/h sur les côtes ouest et les vents seront de secteur nord-est. On va faire un petit tour du côté de l'Europe où le temps restera plutôt nuageux, pluvieux, avec des orages à Berlin, également Kiev, Madrid, plutôt dégagé à Lisbonne, Istanbul, peu nuageux à Moscou, Londres et Paris, également Rome et Vienne. Le mercure, quant à lui, affichera 22 degrés à Londres, 23 à Berlin, 26 à Paris, 24 à Moscou, 29 à Kiev, 32 degrés à Istanbul et Lisbonne et le maximum cette fois-ci 35 degrés à Madrid. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et voilà, on est bien installé dans la première saison en images dans le billboard, n'est-ce pas? Qui montre vraiment l'étendue de la mer et la beauté de la mer. Donc j'espère que vous saurez profiter de cette belle journée si vous avez vraiment l'occasion d'aller au bord de mer. Merci infiniment pour ces précisions, Amel. Je vous souhaite également de passer une excellente journée. Excellente journée. On se dit bye bye. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À demain aussi. Et oui, et tout de suite, on se dit bye bye pour un instant, le temps d'une chanson, mesdames, messieurs, celle de Jmaoui Africa, dans cette reprise d'une chanson du patrimoine Mchiar Soul, en l'occurrence.
Voilà, elle est toute souriante, bien installée pour vous parler justement de psychologie ce matin dans sa rubrique. Aïda Mechri, bonjour. Bonjour Radia. Ça bonjour. va? Très bien, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et puis aujourd'hui, on va encore parler des étudiants, des élèves. Là, c'est vrai que ça sent déjà les vacances. Mais avec ces vacances, il y a aussi cette période d'attente de certains résultats, de certaines orientations. Donc on va en parler justement de cette période d'attente. C'est une question, quelle est orientation? Parce que, Inch'Allah, on va enrichir et encore vivre les réussites et partager un peu le vécu des familles dans ce qu'ils organisent et comment ils sont en train de construire les choses, surtout qu'on est au seuil et avec l'Aïd, qu'on profite aussi de saluer toutes les familles, Inch'Allah, saha ou l'afia, mais voilà que les réussites de leurs enfants ajoutent encore plus de joie, plus de réussite, Inch'Allah, et voilà, le passage, nos festivités. Le passage du cycle, du collège vers le cycle secondaire se fait sur la base d'une sélection. Voilà, selon les aptitudes des étudiants, on va se retrouver en filiale scientifique, maths LM, maths technique. Voilà, selon les résultats, voilà, selon les résultats. Certains ont la chance d'avoir la moyenne qui leur permet justement de choisir ou d'effectuer un choix. D'autres ont une moyenne qui les conditionne sur un ou deux choix. Donc voilà, les parents, comment devraient-ils réagir par rapport au choix de leurs enfants, justement? Moi, je crois que c'est une question, déjà d'emblée, penser, réfléchir à cette orientation. Ce n'est pas le jour J, ce n'est pas après les résultats, c'est vraiment se projeter, construire les idées, commencer à voir ses métiers futurs, comment je peux projeter mon enfant suivant ses compétences et sa capacité, parce qu'on veut bien que nos enfants réussissent les meilleurs, dans les meilleures spécialités, mais vous savez très bien que c'est des compétences, que c'est des choix, c'est des carrières. Il y en a ceux qui ont fait des études techniques et puis des mathilèmes chevronnés, mais ils se sont retrouvés des écrivains et des poètes par excellence, et des musiciens. Et l'inverse aussi, on a retrouvé aussi des personnes qui ont fait des carrières dans les langues et ça n'a pas diminué de leur volonté de réussir tout ce qui peut être spécialité scientifique. Et c'est des médecins qui ont bien marqué leur carrière et ils ont réussi dans leur monde. Ceci nous invite à se projeter un tout petit peu avec ce que l'enfant ou ce que l'étudiant a pu construire dans ses propres compétences. Et puis ça devient visible à travers les notes, oui, c'est une manière de lire, mais aussi à travers cette relation qu'il y a avec les enseignants, dans la famille, dans les épreuves, comment ils peuvent vraiment, qu'est-ce qu'ils aiment, comment les choses se palpent. Et puis vous savez, les personnes proches qui peuvent lire l'élève, c'est vrai que ce sont ses parents, mais surtout ce sont les enseignants, parce qu'il y a quelque chose comme feeling, comme une relation, un amour vers la matière qui lui donne cette énergie et puis cette force de pouvoir vraiment construire et donner. On a comme l'impression que parce qu'il aime son enseignant, qu'il peut donner et aimer et va réussir dans une matière, contrairement à d'autres, là où même s'il a des réponses, mais il n'a pas cette excellence, ce désir et puis cette force de pouvoir se projeter. Donc dois-je comprendre par vous dire que l'on doit d'abord se fier à l'avis de cet enseignant qui a suivi cet étudiant, cet élève pendant son cursus? Moi, je crois que c'est très important. Pourquoi? Parce que donc, si on parle... Voilà, c'est lui qui doit un petit peu nous donner les directives, les premières directives, et après on discute avec l'enfant. Comment ça se passe? C'est lui qui va nous apaiser un peu nos inquiétudes. Souvent, les parents ne savent pas trop, ils sont derrière quelque chose qui est plutôt chiffre et comment cette moyenne pourra le mettre dans un cadre plutôt qu'un autre. On parle de cadre littéraire, scientifique ou technique. C'est quelque chose qui nous invite un tout petit peu à voir tout ça. Mais ce sont les enseignants qui vont nous expliquer un tout petit peu par leur connaissance, par leur vision future qui va nous éclairer un tout petit peu sur les données. Mais aussi, ça permet aussi de négocier et de voir comment on peut construire avec l'élève lui-même. Sachant bien que les conseillers d'orientation scolaire, c'est un
peu leur métier. Ils sont spécialistes dans ce cheminement. Et puis, on peut faire confiance. Ils vont sûrement choisir le meilleur pour nos élèves. Mais il y a quelque chose aussi dans l'échange qu'on peut mieux comprendre, voir comment calculer les moyennes, répondre à nos questions, voir quelle est le perspective, comment une réussite, parce que nous, on n'a pas l'impression que toutes les matières scientifiques peuvent réussir un peu mieux, mais parce qu'on ne connaît pas un tout petit peu tous les métiers, on ne connaît pas un peu les métiers d'avenir. Il faut vraiment relire un peu avec tout ce qu'il y a. Moi, j'ai un exemple concret d'une personne qui a changé l'orientation de son enfant qui était destiné à faire justement un cycle secondaire en maths LM et qui s'est retrouvé en sciences. Et qui a complètement décroché, qui n'a pas été jusqu'au baccalauréat parce qu'il s'est vengé de ses parents qui ont fait un choix pour lui. Il y en a plein d'exemples. Ceux qui ont été décalés un tout petit peu par rapport à des événements particuliers, par rapport à des passages difficiles dans les familles. Aujourd'hui, si on parle psychologie, vous savez que l'être humain, il est très complexe, qu'il y a des événements qui peuvent nuire un tout petit peu à cette réussite. À la veille de l'examen, un parcours qui est assez difficile pour des parents qui n'ont pas su accompagner. Il y a beaucoup de choses qu'on peut vraiment lire, mais aussi réparer et corriger. Mais après, vous savez, aujourd'hui, on a un autre avantage. C'est on prévoit un tout petit peu tout ce parcours vers les bacheliers. Vous savez très bien qu'il y a l'avantage de l'information. Aujourd'hui, c'est très important de pouvoir s'inscrire dans tout ce qui est événements, portes ouvertes, semaines de sensibilisation vers les orientations, que maintenant, on peut retrouver des choix, des offres, mais aussi des métiers. Absolument. Il y a par exemple l'introduction depuis peu du bac artistique. Par exemple, tout à fait. Des parents qui sont confrontés à ce choix en particulier vont devoir vraiment peser le pour et le contre et vraiment écouter leurs enfants. Est-ce que c'est le cas ? Je crois que c'est le moment maintenant pour vraiment creuser dans ça. Il y a l'information qu'il faut, il y a des personnes ressources qui peuvent répondre à ça. Il y a une manière, une technicité. Ce n'est pas le jour J qu'on va vraiment utiliser l'informatique pour vraiment cliquer dans les sites et puis ouvrir. Vaut mieux s'inscrire maintenant pour voir quel est le choix. C'est une variation de choix qu'il faut vraiment demander. Il faut vraiment s'inscrire dans ça pour mieux comprendre quel est l'avenir, quels sont les métiers disponibles, surtout que actuellement ils ont enrichi avec des spécialités, mais aussi avec des spécialités, des métiers différents et nouveaux, là où les parents peuvent vraiment demander, mais aussi lire dans la totalité, que ce soit dans tout ce qui peut être école, université, dans les instituts spécialisés, dans les métiers aussi. Il y en a ceux qui choisissent de faire un métier à part entière et ce n'est pas des études approfondies à long terme. Et puis ce sont des choix qui vraiment correspondent à leur enfant et pas à leur rêve, parce que certains parents rêvent beaucoup et imaginent, se projettent à travers leur progéniture. Est-ce que vraiment, comment est-ce que vous parlez à ces personnes en particulier? Moi, je dirais ça, c'est quelque chose qu'on peut vivre. Vous savez, nous, dans ce qu'on peut offrir à nos enfants, on prévoit toujours tout ce qui est meilleur. Et puis, on écoute très mal. Sauf qu'il y a des étudiants aussi qui s'imposent différemment. On a rencontré un peu des étudiants qui bloquent la première année pour refaire et puis chercher une spécialité qui va le mieux pour remplir un peu leurs désirs et leurs rêves. On a la balance qui varie dans les deux rives, entre les parents et les étudiants et leurs enfants. Il y a quelque chose comme ça qui bouge énormément. Vous savez, ce qui devient intéressant aujourd'hui, c'est justement de remplir un tout petit peu ce vide pour qu'on puisse vraiment trouver des réponses, lire, répondre à ces questions, mieux lire tout ce qu'il y a comme choix, comme matière, comme proposition. Ceci va nous permettre non seulement de désirer quelque chose qui n'existe pas ou bien de rêver très loin, mais aussi de réfléchir dans les détails, la finesse, dans l'endroit, parce qu'il y a une périphérie, il faut s'inscrire dans la zone là où on habite, il y a le choix de personnes rencontrées avec qui on peut vraiment échanger et faire connaissance pour qu'on puisse vraiment construire tout ça. Je crois que ça, maintenant il faut s'ouvrir sur ça, il faut vraiment voir de près, mais
surtout échanger. Et c'est pour ça que les étudiants, avant d'arriver à ce stade de blocage, permettre à une parole de glisser un tout petit peu, de lire un tout petit peu et puis de voir qu'est-ce qu'il rêve, comment il se voit comme dans le métier futur, comment il se projette un tout petit peu dans ce désir au lieu de se focaliser uniquement sur les moyennes et ce choix très serré vers les spécialités. Je crois qu'il faut vraiment ouvrir le champ vers cette partie qui est plutôt enrichissante, mais aussi allez, on va dire, si on veut retrouver cette parole, c'est dans la reconnaissance de ces enseignants, de ces maîtres qui sont dans le lien. Et puis, les parents, ils ont su, d'une manière directe ou indirecte, gagner cette confiance. Ils ont su construire quelque chose avec les enseignants. Et puis, dans l'échange, dans le vécu, il faut vraiment profiter de ces relations pour pouvoir trouver les conseils, pour pouvoir trouver quelque chose qui peut apaiser un tout petit peu leur inquiétude, et puis pour se projeter surtout. C'est projeter avec une bonne moyenne ou juste des notes basses. Il y a beaucoup d'enfants, et vous savez très bien que dans le cycle de formation professionnelle, il y en a beaucoup, ceux qui ont su se projeter dans des métiers et puis dans des formations pour justement gagner du temps, mais aussi répondre à cette résistance. On a des enfants qui résistent énormément, qui ne réussissent pas, mais je crois que c'est le bon moment pour pouvoir vraiment leur offrir ce volet. Aïda, pour finir, vous avez cité les enseignants, bien sûr, ces enseignants qui travaillent dur, justement pour garantir toutes ces orientations, ces évaluations, cet accompagnement. Donc certains partent à la retraite, quittent justement le cycle. Tout à fait. Vous avez été témoin justement d'un moment très passionnant et très fort. Je te remercie, Radia, de revenir sur l'événement parce qu'on a beaucoup parlé de ses parents, on a beaucoup parlé de ses élèves, mais les enseignants donnent énormément. Ils ont l'inquiétude sur leur cœur, mais ils ont donné leur vie dans une carrière d'enseignement. Et puis je reviens à une cérémonie, une belle cérémonie qui a été organisée au théâtre municipal de la ville de Miliana comme reconnaissance à ces enseignants qui partent en retraite dans la conscription de pédagogique de la ville de Miliana, la wilaya de Ain Dfla. Et puis il y avait des enseignants, il y avait des personnes aux ressources, il y avait des invités, des artistes. Moi je dirais, on remercie ceux qui ont contribué, qui ont permis à ces élèves de vivre un moment précieux. Les élèves, vous savez, quand ils reconnaissent, quand ils donnent des activités, c'est une manière de se projeter, mais une manière de remercier et puis de permettre à ces enseignants de vivre un tout petit peu ce moment précieux pour qu'ils puissent vraiment se lancer dans un autre parcours, mais avoir la reconnaissance et le remerciement qu'il faut. Bien sûr, je remercie tous les gens qui ont été présents, à leur tête l'inspecteur de l'enseignement primaire, M. Cherchel Hamid, qui a donné tout de lui-même, de son énergie, beaucoup d'efforts pour regrouper un peu ces enseignants, ces inspecteurs autour de cette scène de spectacle, parce que vous savez, on a l'habitude de vivre un peu les cérémonies au niveau des écoles, dans les fêtes de fin d'année, mais les invités dans une scène réelle avec les parents dans une salle de spectacle. Merci à M. Cherchel qui a contribué à cet événement avec la reconnaissance bien sûr de ses maîtres. Merci aussi à notre artiste Atman Ben Daoud qui a contribué, qui a vécu un peu ce moment précieux avec les familles. Excellent. Et puis merci à ces enseignants aussi qui ont beaucoup donné. Je crois qu'ils vont continuer à donner encore pour ces élèves et bonne continuation pour les gens qui travaillent sur le terrain. Ils continuent de se battre sur le terrain. En tout cas, merci Aïda de nous permettre ce matin de rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à forger les personnalités et à nous offrir la société de demain. Merci infiniment. Passez une excellente journée. Et merci aussi à ceux qui viennent de nous rejoindre dans Bonjour d'Algérie. Nous avons l'honneur de recevoir ce matin Cheb Nassib London, donc dans le registre Rail. Et puis, donc, il est chanteur, auteur et compositeur parfois. Il y a aussi une personnalité très importante qu'on recevra, un des meilleurs chercheurs en médecine que l'Algérie ait pu connaître, qui s'est placé ici, qui s'est hissé en haut de plusieurs palmarès, justement, classant justement les chercheurs en médecine dans notre monde. Et puis, nous aurons le plaisir de découvrir son actualité ce matin. Alors, voilà, aujourd'hui, bien sûr, dans un instant, nous retrouverons nos amis, bien avant de retrouver nos invités.
Mais bien sûr, on va parler de la nature avec Mariam Saïd. Avant cela, nous allons planter le décor en découvrant les arbres centenaires de l'École nationale d'agronomie. Un reportage justement qui est signé Mariam Saïd qu'on découvrira juste après. L'École nationale supérieure agronomique est un véritable sanctuaire pour des arbres centenaires et exotiques. Les étudiants de l'école côtoient et profitent de la ramure et l'ombrage de ces spécimens. Certains de ces arbres se tiennent fièrement malgré les années qui pèsent sur leurs branches. Le docteur Boucher Brahim nous fait découvrir avec passion l'histoire et l'origine de certains de ces arbres. Parler des jardins botaniques, ici même à Alger, globalement nous avons 3 jardins botaniques. Le jardin botanique ici même de l'École nationale supérieure agronomique, le jardin botanique d'Essé, jardin du Hamma, et aussi le jardin botanique de la faculté centrale d'Alger. Auparavant aussi, par exemple, pour chaque jardin, il y avait des spécificités à mettre en place, des choix à accomplir. Le choix qui a été mis en place à l'École nationale supérieure agronomie, c'est de faire adapter certaines variétés, certaines espèces d'agrumes, certaines espèces productives d'arboriculture, mais aussi certaines espèces sylvicoles, des espèces productives, notamment certains chênes. Au niveau de l'école, au niveau de son carré botanique, nous avons une allée de chêne-liège qui est une espèce particulièrement méditerranéenne, une espèce algérienne qui existe dans 8 pays du monde entier. Vous connaissez un peu les vertus, vous voyez un peu ce sujet qui est majestueux, qui a un diamètre d'environ 80-90 cm. C'est un arbre qui est utilisable aujourd'hui pour la récolte de liège en Algérie et nous arrivons quand même à avoir ce genre de collection encore chez nous pour mieux expliquer aux étudiants un peu l'importance de ces essences naturelles qui poussent chez nous et qui ont une plus-value économique certaine, notamment le liège. On peut par exemple prendre l'exemple des allées des Washingtoniens qui a été mise en place au même titre que l'allée des Washingtoniens au jardin d'essai. Vous avez donc des sujets qui sont centenaires, comme ceux aussi du jardin d'essai. Vous avez les 2 espèces qui sont la Washingtonia filifera qui a un tronc relativement plus large que l'espèce robusta, encore plus bas. C'est une allée qui fait environ 500 mètres et vous pouvez voir un peu la beauté de mettre en place l'alignement, voilà, en respectant un peu le style des jardins français. Nous sommes aussi face à une autre espèce qui est le frêne Excelsior. C'est une espèce aussi qui a été introduite dans certaines villes algériennes. Nous avons aussi un spécimen qui a facilement 100 ans, qui est centenaire aussi. Vous pouvez voir aussi la beauté de cet arbre qui donne de l'ombre. L'espèce est très utilisable, très convoitée pour son bois, qui reste un excellent bois. Et c'est une espèce aussi à promouvoir chez nous. C'est-à-dire même si l'on veut introduire aujourd'hui certaines espèces, nous pouvons faire des choix, de choisir certaines espèces qui ont déjà montré leur adaptation au biotope et au climat de notre région écologique et ainsi pouvoir les mettre en place dans l'arboriculture. Toujours dans la même thématique de parler d'arbres centenaires, notamment les espèces autochtones et natives de chez nous, nous pouvons voir derrière moi les 2 individus de l'espèce du pin pignon. Vous pouvez voir quand même que ce sont des arbres qui sont immenses, qui ont une circonférence très intéressante aussi. C'est un arbre qui produit ce qu'on appelle aujourd'hui l'épine, très recherchée cette espèce pour ses fruits qui sont très comestibles et qui sont aujourd'hui très convoités dans le monde entier par rapport au prix. C'est ce que nous envisageons faire aussi dans le barrage vert. C'est une espèce aussi qui donne beaucoup de réflexion aujourd'hui dans le développement de l'arbre et son utilité pour la société rurale et la société et le domaine secteur socio-économique. En plus des espèces autochtones natives d'Algérie, nous avons ici même à l'école certaines espèces qui sont exotiques, comme à l'exemple de Dracena draco, l'arbre au son du dragon. Cette collection existe en allée dans le jardin botanique d'Alger, d'Al-Hamma. Et nous avons aussi 2 spécimens parallèles en symétrie, 2 spécimens symétriques qui sont ici même à l'école. L'espèce aujourd'hui retrouve une difficulté à se multiplier dans son aire naturelle, les îles Canaries, et vous pouvez constater de vos propres yeux que l'espèce est parfaitement adaptée. C'est aussi une espèce de collection qui a été introduite au même titre que toutes les autres espèces exotiques qui ornent cette école. L'histoire des végétaux est un monde sans fin qui nous surprendra toujours. Et nous apprenons à quel point ces êtres vivants peuvent être forts et fragiles à la fois.
ainsi que la lourde responsabilité qu'a l'humanité dans la sauvegarde et la protection de la vie sur Terre. Et justement, notre invité contribue à la sauvegarde de l'humain en particulier, qui est aussi cet être complexe, justement, qui mérite tous les égards. Les médecins se penchent à travers leurs recherches sur les meilleurs moyens à mettre au point pour la prise en charge en médecine. Alors, nous avons l'honneur et le plaisir, justement, de recevoir le docteur Ilyes Barli. On est ravis de vous avoir ce matin parmi nous. Merci. Vous qui êtes, justement, fondateur de la Société algérienne de nutrition et de médecine orthomoléculaire. C'est la spécialité qui vous a rendu aussi connu à travers le monde. Tout à fait. Et on est ravis justement de dire aux téléspectateurs aujourd'hui que vous êtes le premier Algérien à être à la tête justement de la Société savante, la Société internationale de médecine. Oui, de médecine orthomoléculaire. Elle est basée à Toronto, au Canada. Mais bien sûr, l'investiture s'est faite au mois de juin dernier à Sao Paulo et vraiment, vous avez honoré l'Algérie à cette tribune. Tout à fait, alhamdoulilah. Donc l'essentiel, c'est que l'Algérie a eu son premier président d'une société savante, toutes sciences confondues. Et bien entendu, avec l'excellence algérienne, ça ne sera pas le dernier. Donc il y aura, Inch'Allah, à l'avenir d'autres présidents. Le choix, ce qu'on appelle la sélection, la désignation et la nomination a eu lieu à Sao Paulo lors du 52e congrès de médecine orthomoléculaire. Après la présentation de mon approche thérapeutique intégrative, globale, multidimensionnelle, holistique et personnalisée dans la prise en charge des patients et dans la prévention vers la bonne santé, où au-delà de l'orthomoléculaire, qui est la supplémentation en vitamines, acides aminés, oligoéléments et coenzymes, au-delà de la nutrition, que tout le monde connaît, au-delà de la posture du thérapeute, j'ai introduit l'accompagnement neuro-émotionnel, l'accompagnement neuro-existentiel et la libération à l'égard des traumas transgénérationnels. Donc, c'est toutes les neurosciences appliquées, donc ce qu'on peut appeler également la biologie de la croyance, a été combiné à la biologie clinique pour prendre en charge le patient d'une manière humaine, humanisée. Absolument. Je disais tout à l'heure que l'être humain est un être complexe. Effectivement, il y a tous ces paramètres qui entrent en compte dans votre prise en charge, dans les paradigmes que vous avez introduits et qui ont révolutionné la médecine. Tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu un prix Hall of Fame au Japon en 2018. Et c'est vraiment le prix le plus prestigieux, c'est l'équivalent d'un prix Nobel. En général, on offre un prix Nobel ou on l'offre en posthume. Tout à fait. Donc, on n'est que sur les 72, on n'est que 16 en vie qui l'ont eu. Il y a de quoi être vraiment honoré, en tout cas. Et ce que j'insiste dans cette combinaison, c'est de combiner la bonne santé à la paix. Et la paix ramène la bonne santé. Absolument. Et également combiner la bonne santé au bon environnement. Et le bon environnement ramène la bonne santé. Donc, quelque part... Et il y a aussi cette liberté de choix de l'être humain et son implication dans son traitement. Voilà. Oui. Donc, d'ailleurs, la définition en neurosciences de la liberté, c'est le pouvoir d'avoir sa propre réponse émotionnelle à l'égard des événements de la vie. Donc, un événement reste un événement et c'est l'expérience, c'est la charge émotionnelle qu'on donne à l'égard de cet événement qui fait une expérience positive ou négative. Donc, quelque part, cette notion de liberté émotionnelle permet d'avoir cette harmonie dans le bien-être, dans le savoir-être et dans le savoir-vivre, qui permet une bonne santé, une bonne santé et une dynamique de prévention vers la bonne santé pour le sujet sain, mais également pour le patient malade,
où il est le responsable de sa bonne santé et l'objectif ne doit plus être uniquement la guérison, mais aller aux causes de la maladie et aller dans une dynamique de prévention vers la bonne santé en vivant pleinement sa propre vie. En tout cas, pendant la période de la pandémie, vous avez été en faveur d'un protocole en faveur de la santé naturelle et vous avez mis au point justement ces protocoles à base de vitamines et qui ont aussi connu un grand succès pendant cette période de prise en charge de la pandémie. D'ailleurs, c'est grâce à la contribution à la participation du ministère de la Santé, département formation, qui m'a permis en 2021 de partager par Zoom conférence, parce qu'à l'époque, c'était plus par Zoom. Et donc, on a partagé avec toutes les structures sanitaires, les médecins de tous les 58 départements en Algérie, cette approche orthomoléculaire, parce qu'il faut savoir que pour être en bonne santé, on a besoin de certaines valeurs biologiques qui doivent être à l'optimum. Je vous donne un exemple succinct. Par exemple, un taux de vitamine D doit être entre 80 et 100 nanogrammes par millilitre. D'ailleurs, c'est pour ça les enfants qui ont normalement en moyenne un taux de vitamine D autour de 90 nanogrammes par millilitre n'étaient pas victimes du variant Delta, par exemple. Tout à fait. Et toute personne qui a un taux de vitamine D inférieur à 30 nanogrammes par millilitre, voire inférieur à 10 nanogrammes par millilitre, est prédisposé à être malade ou bien à être émotionnellement sensible aux éléments de la vie qui peuvent le rendre en mode burn-out, borderline. Et donc, cette fragilité. On dira fragile. Voilà, tout à fait. On dira plus Mais ou moins il n'y a fragile. pas que la vitamine D. Oui, c'est un tout, tous les vitamines. Il n'y a pas de molécule miracle. Sélénium, tout a été bien étudié. Tout doit être personnalisé. Il n'y a pas de réellement... Bon, pour le Covid, c'était évident qu'on avait des protocoles pour les patients hospitalisés, avec complications, pour le personnel de santé. Mais dans la santé au quotidien, toute prise en charge doit être personnalisée et toute dose doit être une dose thérapeutique efficace personnalisée. Et je rappelle qu'il n'y a pas de molécule miracle. Seul l'être humain est miraculeux par la bénédiction divine. Voilà, absolument. Et ce sont ces paroles qui vous ont valu cette notoriété, Dr Barli. Vous êtes très souvent sollicité un petit peu partout dans le monde. On dira l'Autriche, le Japon, la France, les USA et puis l'Espagne et tant d'autres pays qui l'Inde, le Brésil, Canada. L'Inde, voilà, tout à fait. L'Inde qui vous a aussi offert une très belle consécration, un prix prestigieux. Oui, prix Award de l'innovation thérapeutique et de la contribution à l'humanité. Et c'était en février 2016 à Jaipur, dans le Rajasthan. Et donc, c'était devant 1500 médecins. Et il faut, pour la petite anecdote, en mai 2020, mon approche thérapeutique, avant de la présenter en Algérie, je l'ai présentée en Zoom réunion à tous les professeurs du monde entier et qui m'a valu une validation le 29 mai 2020. Donc, cette interconnexion de l'humanité maintenant, surtout avec tous les moyens de communication, le monde est devenu un village. Absolument. Et ce n'est qu'une plus-value pour l'humanité. Absolument. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, vous êtes cette valeur ajoutée qui vient renforcer les efforts internationaux justement pour ce qui relève de la médecine orthomoléculaire qui permet aussi de sortir de la prise en charge traditionnelle. La prise en charge traditionnelle, elle a toujours sa place. Quand je dis traditionnelle, c'est pas médicamenteuse. Voilà. Non, mais elle a toujours sa place parce que la dynamique qu'on propose, ce n'est pas une dynamique alternative. On n'est pas en quête de qui a raison, qui a tort. Quelque part, à chaque moment, à chaque instant, tout le monde a raison et tout le monde a tort. Mais ce qui est intéressant, c'est d'être dans une dynamique intégrative où tous les atouts et tous les outils sont réunis au service du citoyen, du patient. Et donc, quelque part, c'est une quête où le thérapeute ou le médecin ne doit pas être dans une dynamique de détenir la vérité, mais juste d'apporter la sienne, et où chaque personne, dans une dynamique de cercle de concertation, apporte sa vérité, et cette synergie
synergie des efforts permet d'avoir une plus-value donc pour le système de santé, pour l'évolution de la qualité de vie du citoyen. Et d'ailleurs, ça devient presque une revendication citoyenne après la période du confinement et de Covid. Cette quête du bien-être, et d'ailleurs je dis une des bénédictions du confinement et de cette période, c'est que les personnes ont eu le temps de faire un travail neuroexistentiel, neuroémotionnel. Qui suis-je? Qui dois-je être à l'avenir? Et donc, ce qu'on appelle cette notion de quête de l'idéal a permis finalement à l'humanité de faire un pas vers l'avant et d'évoluer vers l'excellence. Et voilà, c'est ça ce qui est intéressant. Absolument, cette introspection, elle est connue en Asie. Et le continent asiatique a vraiment adopter vos méthodes, votre façon, votre regard, votre façon de faire, à telle enseigne que vous avez été nommé membre du collège japonais de thérapie intraveineuse. Voilà, c'était en 2014. C'était en 2014. Voilà. Le Norvège aussi vous a fait appel dans le domaine environnemental. Tout à fait. Et c'est dire un petit peu que vous êtes dans des instances très, très sensibles et très intéressantes dans cette synergie. Voilà, et l'avantage que j'apporte, c'est qu'avec ces sociétés savantes, toutes les innovations thérapeutiques, je suis membre des conseils scientifiques pour les valider. Donc, on peut apporter également à notre pays la plus-value, mais également apporter notre touche également personnelle et la touche algérienne. Et quelque part, cette dynamique globale et cette vision multidimensionnelle, maintenant, elle est réellement demandée. Et pour la question de l'introspection que vous avez évoquée, il faut savoir que, contrairement à ce qu'on croit, on n'a pas 5 sens. On a 7 sens. Bon, les 5 sens, tout le monde les connaît. Bien que à la période du Covid, l'agueusie et l'anosmie a permis de mettre en valeur l'odorat et le goût, mais il y a le 6e sens, ce qu'on appelle l'appel du cœur, donc prendre la bonne action au bon moment, au bon endroit et avec le bon partenaire, mais il y a également le 7e sens qui est le pouvoir de l'introspection. Donc c'est à un moment, il faut avouer sa vulnérabilité ou reconnaître son incompétence, et également à un autre moment, quand la responsabilité se présente, adopter c'est-à-dire ne pas se sous-estimer et agir dans la dynamique de la responsabilité. Oui, absolument. En tout cas, vos recherches ont été très remarquées dans la lutte anti-cancer, entre autres, et ce qui a permis justement à tous ces corps malades de se défendre avec des méthodes beaucoup plus simplifiées que la chimiothérapie et que la radiothérapie. Bien sûr, vous dites qu'on ne lâche pas quand même ce type de médecine. On est d'accord avec vous, hein, mais ce qui est sûr, c'est que la médecine orthomoléculaire vous a permis quand même d'accompagner de façon assez efficace des malades très, très... D'ailleurs, ce que je dis aux médecins oncologues, que ce soit également les chirurgiens, les radiothérapeutes, je dis que la médecine orthomoléculaire apporte un pari triple gagnant. Un, elle augmente l'action thérapeutique de la chimiothérapie, de la radiothérapie et même la cicatrisation post-chirurgicale et le post-opératoire en optimisant le système immunitaire du corps. Deuxièmement, ça permet de réduire les effets secondaires thérapeutiques connus. Et troisièmement, c'est une thérapie à part entière. Donc, c'est un pari triple gagnant où toutes les parties prenantes sont au service du patient et de la bonne santé. Donc, finalement, il n'y a pas d'alternative, il y a une intégration de toutes les approches. Et c'est ça ce qui permet une avancée significative de la médecine, c'est d'être dans une dynamique constructive pour permettre un bénéfice thérapeutique. Et c'est ça ce qui est le plus important. Voilà. En tout cas, le corps humain n'a plus de secret pour vous, Ilyes Barli. On a été ravis de vous recevoir ce matin. Je rappelle seulement que pour arriver à ce type de conclusion et de recherche, vous êtes passé par plusieurs disciplines scientifiques, la mésothérapie, l'ostéopathie, la posturologie et j'en passe. Les neurosciences appliquées, nutrition, l'orthomoléculaire. La sophrologie, la nutrition
nutrition, la médecine dont on parle depuis tout à l'heure et dont vous êtes vraiment l'excellence représentée donc à travers vraiment vos recherches. On est ravis de vous avoir reçu. Je rappelle pour tous ceux qui viennent de prendre le train en marche que nous sommes honorés aujourd'hui de vous annoncer justement que notre médecin donc, est spécialiste en nutrition et en médecine orthomoléculaire, Ilyes Barli, vient d'être nommé depuis le mois de juin dernier à la tête de la société, la société internationale de nutrition et de médecine orthomoléculaire, et qu'il a aussi été le lauréat du prix le plus prestigieux au monde concernant sa spécialité, le prix Hall of Fame de la médecine orthomoléculaire. C'était en 2018, c'est bien ça. Tout à fait. Merci en tout cas de nous avoir fait l'honneur d'en parler ce matin. Merci beaucoup et j'invite les téléspectateurs à... Bon, moi, je n'ai pas de compte Facebook, mais ils peuvent suivre sur Facebook un groupe qui est géré par Dr Maha Chayeb de Bojboari Ridge. C'est les amis du Dr Ilyes Barli. D'ailleurs, je serai à Sétif pour 5 journées du 26 juillet au 30 juillet. Excellent. Pour partager cette approche parce qu'il faut 40 heures pour en parler. On a parlé en 20 minutes. C'est un bon challenge. Excellent. Voilà. Excellent. Et je serai du 16 août au 20 août à La Haye-en-Val en France également pour partager cette approche. Et donc, on reste, je rappelle que je suis un diplômé de la faculté de médecine d'Alger. Algérien. Voilà, et que je suis toujours installé à Ras El-Ma, dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, où j'ai passé mon service national. Où tout a commencé. Avec l'encouragement de Madame Barli. Voilà, tout à fait. Qui est en coulisses aujourd'hui et qu'on salue, à qui on souhaite un joyeux anniversaire et qu'on embrasse. Joyeux anniversaire et que je remercie pour tout l'accompagnement qu'elle m'offre dans cette dynamique parce que quelque part, elle a pu gérer et la famille et mes activités professionnelles et c'est ce qui n'est pas donné. Donc, quelque part, il y a toujours cette entité du couple qui permet à une personne d'avancer et on remercie tous ceux qui nous ont aidés dans cette dynamique. C'est une grande dame qui est derrière un grand homme. En tout cas, on a été ravis de recevoir Dr Ilyes Barli. Merci à tous ceux qui sont avec nous. Voilà, l'Algérie aura l'honneur cette fois-ci d'accueillir la 15e édition des Jeux arabes, des Jeux sportifs arabes. Donc, nous allons en parler tout de suite après cette petite transition, le temps que nos amis de La Sportive s'installent. À tout de suite.
C'est la discussion, vraiment en prélude à ce passage de nos amis. Et j'ai cité en l'occurrence Yazid Ait Mahidine à ma droite. Bonjour Yazid. Voilà, Allah يخليك انت زاده. كل عام وانت بألف خير. كل عام وانت بخير aussi Jawdet Gessouma, donc qui va nous parler de littérature ce matin. Et puis on a annoncé le sport juste avant avec Riyad Belkhadim ce matin. On reviendra sur cette 15e édition des Jeux sportifs panarabes. Bonjour Riyad. Bonjour, sahaïdkoum à tous et à tous les Algériens également. C'est vrai que on aurait venu à l'antenne, il faut que les gens sachent qu'on parle beaucoup plus sur antenne que pendant le direct. Et puis on se retrouve après les fêtes. Et après les fêtes, c'est les Jeux arabes, ça va coïncider avec les festivités du 5 juillet, la fête de l'indépendance. Ça commence officiellement le 5 juillet avec la cérémonie d'ouverture qui sera ici à Alger. Mais en fait, certaines compétitions vont commencer même avant. Par exemple, la compétition de football qui se déroulera entre Constantine et Annaba va commencer aujourd'hui. On en parlera on en parlera tout à l'heure parce que le tournoi est un peu long. Donc pour pouvoir arriver à la finale, ça arrive même pour les JO. Généralement, le tournoi de foot commence un ou deux jours avant. C'est une ouverture hautement symbolique dans la mesure où elle est abritée aussi par un stade mythique qui porte vraiment comme nom le 5 juillet. Le 5 juillet, voilà, qui sera le théâtre de la cérémonie d'ouverture et de clôture, mais c'est 5 villes qui seront réellement le théâtre de ces Jeux. C'est encore le chiffre 5. Voilà. L'Algérie va encore une fois montrer, si besoin en est, de prouver son expertise dans l'organisation de ces compétitions. Les Jeux, souvenez-vous, les Jeux méditerranéens, c'était l'année dernière, un peu plus à la même période. Les Jeux Med, ensuite il y a eu le Chan, il y a eu les U17. Et puis là, on accueille toutes les fédérations olympiques arabes qui vont donc venir. On va détailler les participants, mais avant cela, on va regarder ce sujet signé Saïd Flag qui nous parle des derniers préparatifs. C'est les derniers. On aime bien appeler retouches, mais pratiquement tout est ficelé. On regarde le sujet de Saïd Flag et on revient. Après avoir magistralement relevé le défi en organisant avec brio les Jeux méditerranéens et le Chan, l'Algérie met le cap à présent sur les Jeux sportifs arabes. À quelques jours du coup d'envoi de cette 15e édition, les préparatifs battent leur plein afin de permettre aux différents athlètes de s'illustrer au plus haut niveau. Du côté du stade olympique du 5 juillet à Alger, on s'attelle justement à tout mettre en œuvre pour être prêt le jour J et offrir aux présents ainsi qu'aux téléspectateurs à travers le monde arabe une cérémonie d'ouverture mémorable, retraçant notamment l'histoire glorieuse de notre pays. L'ouverture des Jeux, de retour après une absence qui aura duré 12 années, coïncide avec la date historique du 5 juillet, jour de la célébration de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Un stade du 5 juillet justement qui accueillera aussi la cérémonie de clôture, mais pas que, puisque l'enceinte de la capitale sera le lieu de regroupement aussi des représentants des médias locaux et étrangers. Un centre international de presse au standing vient en effet d'être installé, destiné aux journalistes chargés de la couverture de ces Jeux. Ce centre est notamment doté d'ordinateurs avec tous leurs accessoires, ainsi que des connexions Internet haut débit et d'un écran géant transmettant en direct les différentes compétitions sportives. 800 journalistes, dont plus d'une centaine venus de l'étranger, ont été accrédités pour cette 15e édition des Jeux arabes. Pour ce qui est des invités de l'Algérie, les différentes délégations qui participeront à l'événement débarquent tour à tour au pays avec comme ferme intention glaner un maximum de médailles. C'est la première fois que je viens en Algérie. On a eu droit à un accueil chaleureux de la part de nos frères algériens. On espère que ces Jeux seront d'un bon niveau et que notre pays parvienne à gagner un maximum de médailles. On s'est parfaitement préparé pour ça. معسكرات وإن شاء الله تكون نتائج جيدة. السفر كان شوي متعب بس الحمد لله من وصلنا للجزائر. Le voyage était quelque peu fatigant, mais nous sommes heureux d'être enfin en Algérie. L'accueil a été magnifique et tout est bien organisé. Je suis sûre que l'Algérie saura être à la hauteur de l'événement et que tout se déroulera
parfaitement bien. On tâchera de glaner beaucoup de médailles et de battre des records. La première discipline de ces Jeux sportifs arabes, à savoir le football pour la catégorie des moins de 23 ans, débutera ce dimanche 2 juillet avec le déroulement de la première journée à Annaba et Constantine. L'Algérie défiera dans le groupe A à Oman à partir de 21h. Voilà, ça nous permet d'avoir comme ça une idée générale de cette organisation. Hein. Une vue d'ensemble qu'a signé Saïd. Alors, pour rappeler, 5 villes donc, vont accueillir à partir du 5 cette 15e édition. Il y a 13 disciplines à Alger. Il y en a 4 à Oran, dont la natation et le handball, et l'athlétisme, le sport roi, sur la piste du stade Miloud Hatfi. Constantine avec une discipline, le foot, Annaba également une discipline. Le foot Tipaza, 2 disciplines. Il y aura 3500 athlètes qui vont représenter, vous aviez raison, 22 pays qui vont participer à l'événement. Cérémonie d'ouverture et de clôture au stade, on l'a vu dans les images, les préparatifs, au stade du 5 juillet. 20 disciplines incluses dans le programme. Il y aura sport de force, football, handball, volley, ce sera à Harsha et Cheraga, basketball 3x3, ce sera à Wagni. Tu me posais la question tout à l'heure. Cyclisme, gymnastique, boxe. La boxe chez les hommes seulement, hein, malheureusement. Haltérophilie, avec notre grand champion Bidani, qui a une chance de médaille à Paris l'année prochaine. Point olympique, natation, je le disais à Oran, tennis de table, aviron, voile. Ce sera aux sablettes, nouveau sport de plaisance, badminton, breaking, parce que vous savez que le breakdance maintenant est rentré au jeu. Ce sera au jeu de Paris 2024, c'est une discipline olympique. On a sorti le karaté des jeux et on a rajouté le breakdance. Le karaté, lui, il sera aux Jeux arabes, les échecs, les boules et 2 sports, des handisports qui seront présents, des athlètes à part entière. Excellent. Donc voilà qui est dit par rapport à ces disciplines. On va rappeler un petit peu le déroulement de la compétition footballistique, dans la mesure où elle débute aujourd'hui. Avant de parler de football, Radia, si tu permets, l'athlétisme, on en parlait, ce sera à Oran, comme la natation. La natation avec de grandes chances de médailles, notamment de Sayoud, notre champion, qui a été sacré champion d'Algérie la semaine dernière dans le magnifique, comment on dit déjà, Aquatic Center, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est probablement un des plus beaux bassins en Afrique, sur le continent, un des meilleurs du monde. C'est un vrai bijou. Moi, c'était la première fois que j'ai commenté pour Canal Algérie la semaine dernière, dans ce dôme. Il est dans le complexe, Miloud Hatfi. On sait qu'il y a de grands champions sud-africains de natation, des recordman et tout. Ben, ils n'ont pas une piscine aussi belle que celle de Miloud Hatfi. C'est magnifique. La sonorité, le bruit des spectateurs, le bruit de l'eau. Et j'avais posé la question à mon consultant la semaine dernière, Sofiane Benchrour, l'ancien entraîneur national. Il m'a dit, la piscine avec un... Alors, c'est une coque en inox, c'est de la technologie. Ça permet les records. Donc, on espère qu'il y aura... des records dans cette compétition à suivre à partir du 4 en direct sur Canal. Et puis il y aura la clé sur la piste bleue de Miloud Hatfi et la sélection, on va le voir en image, la sélection d'athlétisme, l'équipe nationale d'athlétisme, filles et garçons, est arrivée hier à Oran pour prendre ses quartiers. On va regarder sur ces images, donc il y a donc une délégation composée de 95 athlètes qui ont rejoint le village olympique et les voilà les photos souvenirs de ces athlètes. Ils ont été reçus par les responsables locaux à Oran. Et on espère encore aussi vivre on leur souhaite bonne chance. De bons moments. La natation, c'est ça? Ça, c'est l'athlète. L'athlétisme, ok. J'ai compris l'apnée. Oui, mais bon. Non, c'est un petit primitif. Oui, parce que je voulais parler de l'apnée avec Momo qui était. Mais tu peux parler, hein, le champion du monde de l'apnée. Pour l'instant, c'est toi qui en as appelé tout à l'heure. Tu dis rien. Non, mais c'est bien. C'est vrai que c'était un grand champion. C'était un grand champion. Mais on a un Algérien, je l'ai lu il y a quelques semaines, il y a un Algérien qui a battu un record de plongée. Tu parlais d'apnée, je ne me souviens plus du record et du métrage. Ça nous rappelle le Grand Bleu, souvenez-vous du chef-d'œuvre. Notre Grand Bleu, c'est Momo. Wow, le fils de la Casbah. Voilà donc. Et là, on peut rebondir pour terminer avec le football. D'accord. Le football, donc ce tournoi qui va coup d'envoi aujourd'hui. Aujourd'hui, le 2 et jusqu'au 14. Alors, aujourd'hui, dimanche 2 juillet, première journée, le groupe A. À Annaba, il y aura Liban-Soudan à 17h30 au stade du 19 mai, le stade qui était le théâtre du dernier match Algérie-Tunisie.
Toujours à Annaba, mais le soir à 21h, Algérie, Oman, à suivre. Ce sera par intermittence avec l'émission de Saïd Fellak Canal Foot. Et puis dans le groupe B, à Constantine, parce que le foot c'est à Constantine et à Annaba, il y aura Arabie Saoudite, Syrie, 17h30. Et à Constantine, là aussi, archi-comble. Quelle est l'équipe qui remplit le plus de stades en Algérie, à part l'Algérie? On dira l'Égypte, peut-être? Non. Quelle est la sélection qui peut remplir un stade, à part la sélection algérienne, ici en Algérie? Le Cameroun ou l'Égypte? Arabe. Ah oui, je suis débile. Tunisie. Je suis bête. Non. Palestine, Mauritanie à 21h30. Moi j'avais tout faux. Moi j'étais sur l'Afrique. Elle était facile. Tu nous as eu, hein. Il n'y avait pas qu'Yezid en apnée. Moi aussi. J'étais en Afrique, carrément en apnée. Dans le continent africain. C'est le cholestérol du mouton. On va rester là. Et puis il y aura repos le 3 et le 4. Et la compétition reprendra le 5. Donc les affiches aujourd'hui, Liban-Soudan, 17h30 à Annaba. L'Algérie ouvre le bal à Annaba, 21h face à Oman. Et puis Constantine, Arabie Saoudite, Syrie. Et Palestine, Mauritanie, 21h30. Voilà, je pense qu'on a été complet pour aujourd'hui. Voilà, Yahya Palestine. Merci. Sans compter qu'il y a aussi toute une activité culturelle autour. Ah oui, il y a plein de choses partout au niveau culturel. Ils ont mis en amont, ils ont aussi programmé beaucoup de choses. Donc les gens vont se régaler, sport et culture. Voilà, idem pour les téléspectateurs qui nous suivent ce matin et qui vont vous écouter justement nous relater les nouveautés en matière culturelle. Et juste pour finir, il parlait de culture, il y a aussi le tourisme, parce que sur les 5 villes, il y a 4 de nos plus belles villes côtières. Il y a Oran, il y a Annaba, il y a Alger et Tipaza. Et puis Constantine, la ville, la ville des ponts, des ponts, la ville de la culture et des sciences aussi. Oui. Ils ont prévu plein de choses, même pour les sportifs. Les sportifs et tout, ils ont prévu plein de choses. Excellent. Une belle immersion dans notre pays en tout cas. On leur souhaite bonne chance à tous ces athlètes. C'est 3500 athlètes qui prennent part à cette belle compétition, 15e édition du genre. Alors, Yazid, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Je vais parler de Atakor. Est-ce que vous connaissez Atakor? Absolument. Le musique ou le mot? Alors, il y a le mot Atakor et il y a le groupe. Moi, je connais exactement. C'est le nom d'une physique qui a été lancée par les étudiants de l'École nationale polytechnique Maurice Audin d'Oran à New Mexico aux États-Unis. Moi j'ai vu ça sur Russia Today, ils en ont parlé. Voilà, donc ces jeunes étudiants de l'École polytechnique Maurice Audin d'Oran qui ont lancé cette fusée à New Mexico, donc à l'issue d'une grande compétition de Space for America Cup. Excellent. Donc l'équipe DZ Sky ont lancé cette fusée. Ils ont participé donc à cette compétition avec, je pense qu'il y a eu 1700 étudiants répartis sur 150 universités, avec Berkeley, avec Golden Gate, avec toutes les grandes universités américaines et d'autres universités à travers le monde. Donc les Algériens de l'école Maurice Audin d'Oran ont réussi ce pari. Donc c'est ça, Atakor. On parlait tout à l'heure d'excellence algérienne avec le docteur... La fusée s'appelle Atakor. Donc on a le mot Atakor. Nous avons donc une pensée pour notre ami qui nous a quittés il y a quelques années, Salem du groupe Atakor. Et puis aujourd'hui, donc il y a cette excellence incarnée par les étudiants de l'école polytechnique Maurice Audin d'Oran. Donc ils ont réussi leur pari, ils ont lancé cette fusée Atakor. Donc l'Algérie va commencer à tutoyer les étoiles et à essayer d'aller dans l'espace. Alors, à confirmer, mais j'ai lu sur un média russe qu'il va y avoir une collaboration entre l'agence spatiale russe et des Algériens pour, dans quelques années, avoir les premiers cosmonautes. Je ne sais pas si on dit cosmonaute ou astronaute ou c'est selon. Je crois que on dit cosmonaute pour les Russes, astronaute pour les Américains. C'est facile, ils vont y aller parce que déjà il y a Firdaus, la saoudienne. La saoudienne qui est la première femme arabe. Oui, Rihanna Firdaus qui a été déjà, qui a séjourné en espace.
Mais je voulais parler aussi de Ecozone. Alors, c'est quoi Ecozone? C'est Alger. C'est Ecozone, c'est le robot pompier algérien. Oui. Ils s'arrangent toujours pour coller une réponse fausse. Voilà. C'est un quiz à la Yazid. Il a importé de 300 mètres. Hein. C'est quand même pas mal pour Donc, ce robot, c'était l'attraction de la dernière foire internationale d'Alger. Et ce robot, donc, il est équipé de caméras thermiques, lui permettant donc d'évoluer et de permettre d'atteindre même les lieux les plus confinés. Et il travaille aussi avec des applications de l'intelligence artificielle. Il peut aussi monter donc les escaliers. Et par la suite, tout ce pompier, il peut se transformer également en un brancard pour pouvoir aussi prendre donc les victimes. Transporter les victimes. Il est en attente d'un brevet. Oui. Et après ce brevet, il peut le commercialiser déjà avec les grandes sociétés algériennes. Et puis, pourquoi pas, une exportation à l'étranger. Mais j'espère. Restons dans l'excellence et dans l'innovation, puisqu'il y a un Algérien qui s'appelle Mihoubi Douadi, il est de l'université de Msila, il vient de résoudre un problème, un épineux problème de mathématiques intitulé la conjoncture de Goldbach. Ce problème est resté suspendu depuis 1742. Donc cet Algérien de l'université de Msila est arrivé à régler ce problème posé par le mathématicien prussien Christian. C'est lui qu'on voit sur les images. Goldbach. Oui, c'est lui de l'université. Je pensais que c'était Goldbach, mais bon. Non, c'est lui. C'est Goldbach. Goldbach 2023 en fait. Heureusement qu'il n'a pas posé la question. Voilà. Donc c'est un problème qui reste depuis 271 ans, donc de 1742. Et c'est l'approche donc stipule que tout nombre supérieur à 2 peut être exprimé comme la somme de deux nombres premiers. Donc voilà, il a réussi donc à trouver la solution. Il attend donc la grande communauté des mathématiciens pour le consacrer donc auteur de cette solution de la conjoncture ça mérite un prix Merci Nobel. Yazid. Oui. Merci, j'espère en tout cas. Ah d'accord, parce qu'il a dit autant, moi j'allais tout de suite sauter. C'est juste par rapport au visa. Le premier visa algérien, il a été accordé en 1553 par le roi d'Alger à un anglais qui est venu, il allait venir Harraga finalement. Il a eu son visa, il s'appelle Singleton Mercadante. Donc c'est un document qui existe en italien, donc on le voit, et c'est en 1583 qu'il a été publié dans le célèbre livre The Principal Navigation Voyage, Traffic and Discovery of the English Nation. Merci Yazid, merci Yazid. Voilà, il a dit auteur il y a un instant, donc qu'en est-il des auteurs, Jawad? Oui, justement, c'est une bonne transition parce qu'on parle d'histoire et que, bon, si on a donné un visa à un certain Thomas Singleton il y a quelques siècles de ça déjà, c'est que l'Algérie existait en tant que quantité, en tant que nation, destination, avec des liens consulaires, des liens... toutes ces choses-là. Et puis, donc, cette évocation de l'histoire, on existe depuis 2,4 millions d'années. Donc, le premier Algérien connu, c'est un Staifi de Ain Boucherit qui était bouché. Quand je dis ça à mes étudiants, ils me répondent la réponse comme ça. Ils ne savent pas que c'est juste de l'humour. Parce qu'on a trouvé un matériel de boucherie, donc c'est-à-dire des éléments qui montrent qu'il y a une présence humaine et des outils ont été utilisés. Donc on rêve, notre fantasme absolu pour les archéologues et les Algériens en général, c'est de trouver cette fameuse mandibule ou ces fameux humérus ou restes ou matériel. Bon, on a trouvé du matériel lithique et tout, donc ça. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas de bien, qui investissent tout leur fiel dans justement ce côté qu'on n'a pas encore bien documenté. Il y a d'autres débats, et en ce moment un débat qui se pose, qui est très intéressant en fait pour les gens qui sont curieux. C'est un film, un très beau film d'ailleurs, qui parle de Zafira.
Et c'est une légende, c'est un peu comme Jeanne d'Arc ou Napoléon ou la Cléopâtre, dans lequel on va mettre toute notre entre légende et réalité. Ce n'est pas un problème, c'est le point de vue d'une réalisatrice. Donc, l'esthétique, c'est très... L'esthétique est comme ça, justement. Elle parle de choses et elle peut les romancer. Donc, moi, j'invite les gens curieux de l'histoire algérienne, du moins, par exemple, aujourd'hui, du moins, par rapport, dans ce qui nous concerne, dans les 10 minutes à 12, c'est la période ottomane. Oui, qui est relatée par différents... Il y a des gens qui ont pris en charge ce côté de l'histoire, qui ont remplacé Haïdou, qui ont remplacé Logis de Tassi, qui ont remplacé Bergbrugger, tous ces gens-là, Charles-André Julien et tout. Pas qu'ils les ont remplacés, mais qui ont donné le point de vue algérien. Le point de vue algérien de cette époque. Voilà, quelques-uns. Vous avez, par exemple, pour la préhistoire, elle est documentée. L'histoire, la préhistoire, de Jamal Souidi, par Nourdin Saoudi, qui est aussi... Il y a Abdelrahman Khalifa. Aujourd'hui, il y a aussi de nouveaux concepts avec les youtubeurs, qui sont les créateurs de contenu, qui parlent aussi, même si... Parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle technologie, c'est l'OCR, c'est-à-dire la transformation de contenu en images, donc vous pouvez, en texte, donc c'est des croisements d'informations, tout sont très intéressants. Mais vous avez quelques exemples, là j'ai juste pris quelques exemples comme ça au passage. Moulay Belhamissi, Alger, la ville aux 1000 canons, édité chez l'ENAL. Donc il y avait vraiment des perles qui étaient éditées. Lui, il est docteur d'État en histoire, agrégé d'Harvard. Oui, Moulay Belhamissi est connu. Donc là, quand il parle d'Alger, la ville aux 1000 canons, il parle des batteries qu'il y avait. Et le fait qu'il parle des batteries qu'il y avait, de canons, de protection, ça veut dire que c'était une ville qui protégeait son commerce. Ça veut dire qu'il y avait un commerce. Ça veut dire... plein de commerce, population, échange, voyage, toutes ces... et industrie. Tout ça... de l'Algérie, de l'histoire de l'Algérie maritime, en fait. Maritime, mais qui montre qu'il y avait tout un dispositif, une économie locale, une économie... Donc c'est très intéressant. Mahfoud Qaddash, qui a été un peu ce que les gens Vous nous avons reçu sur ce plateau. Qui a été mon prof en 2005. En magistrat, j'ai étudié chez lui. Et Mahfoud Qaddash, juste un petit livre paru à l'Office des publications universitaires, l'Algérie durant la période ottomane, où là, il va nous donner le résumé de tout ce qui se passait à l'époque ottomane, très bien documenté. Donc, vous avez aussi tous les deuils, vraiment. Le film que vous avez cité, Jawdet, a suscité le débat. A suscité le débat et la réflexion sur notre histoire. D'où le côté très intéressant du débat. C'est bien sûr puisqu'il a suscité des choses. Il était scout de la Casbah et tout son... avant Ben Aklou, c'était la Casbah. Désolé. Ce qui rend d'autant plus le film de Qaddash intéressant, c'est que l'histoire la plus récente, c'est bien sûr la colonisation française, qui est encore fraîche dans la mémoire des parents, encore qui la racontent aux enfants. Absolument. Mais la période ottomane, elle est vraiment méconnue pour plusieurs générations. Donc c'est très intéressant de lire un peu l'Algérie ottomane à l'époque. On parle de toute l'organisation, toute la période, l'économie, politique, sociale, tout ça. Donc c'est très intéressant. C'est à l'Office de publication universitaire, mais vous le trouvez n'importe où. Celui-là, je vous le pique. Oui, avec plaisir. Et donc après, par exemple, il y a aussi un petit... livre qui est paru aux éditions Al-Kalima avec la collaboration du ministère de la Culture algérien. Donc, à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de Raïs Hamidou. Pas de Raïs Hamidou, de l'Algérie. Non, je dis... De l'Algérie, ça parle de Raïs Hamidou. J'ai anticipé, désolé. Ça parle de Raïs Hamidou. C'est Albert Devoux qui était dans les domaines et qui est un admirateur du Raïs Hamidou. Donc c'était le conservateur des archives arabes du service de l'enregistrement et des domaines d'Alger qui parle, c'est une note biographique,
mais dans laquelle on apprendra que Raïs Hamidou est un des seuls Raïs, ce qui était impossible à l'époque ottomane, qui était un citoyen algérien et non pas Koulougli, c'est-à-dire pas double turc ottoman algérien, c'est typiquement un raïs algérien qui était fils d'un tailleur féru, donc c'est un autochtone et donc voilà, donc il y a plein de petites choses qui montrent comment il est devenu un grand raïs et il écumait les mers, les conseils. Donc il y a plein de choses comme ça, c'est-à-dire un peu de curiosité, des choses, et vous pouvez vous faire votre idée justement. Et la réalité, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que la réalité, franchement, elle est vraiment plus esthétique que la fiction. Et donc voilà, c'est des choses qu'on peut trouver à l'ENA, à l'Office des publications universitaires, dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup. Merci Jawdet Guessouma pour ce voyage à travers l'Algérie ottomane. Donc merci également à Yazid, merci à Yazid Mahidine, merci à Ariad Belkhadim aussi pour son résumé. Et puis voilà, tout de suite, dernière ligne droite avec un invité qui attend en coulisses et qu'on a plaisir à recevoir aujourd'hui. Il s'agit de Nassim, Cheb Nassim London. C'est parti. Mesdames, Messieurs, c'était un extrait qui vous donnait justement un avant-goût de ces deux singles sortis tout récemment par l'artiste ici présent, Cheb Nassim London. Bienvenue. Bonjour. Ravi de vous retrouver ce matin. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous et je souhaite l'Aïd avec un petit peu de retard. Oui, c'est pas en retard. L'Aïd, c'est une semaine dans le monde musulman. Oui. Bonne fête de l'Aïd à tous les musulmans, les Algériens en particulier. Voilà, bonne fête à vous également. Merci. Et puis nos meilleurs vœux. Merci. Nos meilleurs vœux de succès pour ces deux singles que vous présentez au public algérien, donc ceux qui nous regardent, en tout cas du moins dans Bonjour d'Algérie. Inch'Allah, c'est deux singles qu'on a essayé de travailler avec Wahib Aboudib, qui a fait les paroles et musiques, avec l'édition Kasbah, que je remercie beaucoup, et puis tous les musiciens qui ont participé à ces deux nouveaux singles. Voilà, j'imagine que beaucoup de dames aimeront écouter ce single qui vraiment montre l'attachement d'un amoureux transi qui ne va pas abandonner sa dulcinée. Non, quelque part. C'est les dames qui font les succès des hommes. Donc, j'espère qu'on sera à la hauteur, j'espère que ça leur plaira, qu'il plaira au public algérien et public en général, qui aiment la musique raï. Oui. Surtout les Algériens qui se trouvent à Londres. Donc, voilà, vos débuts n'avaient rien à voir avec le rail, vous avez quitté l'Algérie en 91 et puis vous avez versé dans une carrière musicale juste après, un an après, voilà, et puis vous avez quitté le registre andalou
pour choisir le rail? Tout d'abord, j'ai quitté le beaucoup de changements voilà, dans votre vie. Beaucoup de changements dans ma vie. C'est le mektoub, c'est كل واحد واش كتب له ربي. Donc j'ai fait la musique andalouse, j'ai fait le morcelia quand j'étais jeune, et j'ai arrêté le morcelia à cause du football, parce que j'aimais plus le foot que la musique. Et j'étais professionnel, j'étais à l'époque à la DNC, puis à l'Harrach, et j'ai signé un contrat au FC Nantes en 91, et puis suite à une blessure très grave, je me suis remis au rail à l'époque, 92. Voilà. Donc j'ai basculé. On revient à la musique, aux premiers amours. Voilà, aux premiers amours. Voilà. Et jusqu'à maintenant. Puis j'ai quitté la France pour m'installer à Londres en 93. Donc, absolument. Et depuis, vous y êtes. Vous êtes, d'où le surnom de Nassim London, parce que vous vivez dans cette ville. Voilà, pour que les gens, parce qu'il y a beaucoup de chanteurs, Nassim, de DJ, Nassim. C'est un prénom qui revient beaucoup dans le... Pour faciliter la chose aux auditeurs, aux auditrices, et les gens qui aiment Nassim, voilà. En tout cas, ça vous a porté bonheur, dans la mesure où la carrière vraiment a bien décollé. Aujourd'hui, on peut dénombrer 14 albums à votre actif, n'est-ce pas? Voilà, 14 albums sur le marché, pas mal de festivals aussi, des événements. J'ai un peu voyagé dans le monde entier, je remercie le bon Dieu, bien sûr. Et c'est grâce à la musique qui nous a ouvert les portes. Et puis, on a découvert pas mal de choses. On a travaillé avec beaucoup d'autres artistes, pas que des Algériens, des Anglais, des Français, des Irlandais. Donc voilà, on travaille, on essaye de... Oui, le rail de toute façon, le rail est devenu une musique universelle. Il s'est installé en Europe comme dans le monde arabe ou carrément en Afrique, on dira, parce que voilà, il a sa renommée, il a son poids dans la scène musicale. Déjà, pour éclaircir une chose, la musique rail est algérienne 100%. Absolument. Voilà. Elle a même été classée au patrimoine universel de l'humanité l'année écoulée. La musique rail, maintenant, elle a dépassé les frontières à un niveau où je pense qu'on peut même... c'est comme le rock'n'roll, ou comme le blues, ou comme le rap, ou le R&B. Avec ses rythmes, avec ses mélodies. R&B qui découle un petit peu du rail. Qui découle un peu du rail, voilà. Donc, et puis voilà, c'est un honneur pour nous. Et puis nous, les chanteurs, on est là pour montrer, pour la culture algérienne. Bon, les chanteurs qui vivent en Europe, ou même les chanteurs qui vivent en Algérie. Donc c'est un devoir, nous, les artistes. On est comme des ambassadeurs, donc on est obligés de montrer notre culture. Voilà. Vous avez votre public en Europe, mais aujourd'hui vous êtes là pour parler au public algérien. On va leur raconter l'histoire du premier single, par exemple. Donc, Man Smahch Fik. C'est comme j'ai dit, paroles et musique de Wahib Aboudib, que je salue et je la remercie beaucoup. On a travaillé en collaboration, enregistré au studio Casbah. Bon, comme je suis un peu sentimental, un peu trop, on me dit des fois. Casbah, c'est très nostalgique. Casbah, c'est très nostalgique. Oui. Donc, des fois, le parolier écrit des chansons. Il y a des chansons qui s'adaptent ou que l'artiste ne sent pas. Donc, il n'enregistre pas. Et des fois, il y a des chansons qu'on les sent. Il faut vivre avec la chanson. C'est comme une histoire. Et moi, j'ai trouvé ça bien avec des nouveaux arrangements, un nouveau rythme. Et je pense que ça plaira. Ça se passe bien, cette collaboration, en tout cas. Ce trio, donc Wahiba, Badri Boudib, Badri et Kader à la régie. Je les remercie beaucoup, ils m'ont beaucoup aidé. C'est toute une équipe qui travaille. En avant-plan, on voit toujours le chanteur, mais il y a toujours des musiciens, il y a toujours des techniciens. Il y a toujours des gens qui travaillent dur pour que l'artiste réussisse. Pour qu'il réussisse aussi à présenter au public son deuxième album aussi qui est clippé. Il s'agit de Deridik Fidi. Donc voilà, Donne-moi la main. Donne-moi la main, effectivement. Les clips ont été enregistrés aussi en Algérie. Surtout le deuxième clip que j'ai insisté, j'ai enregistré le clip dans mon quartier natal, Flavigérien au Harrach. Donc ça m'a fait énormément plaisir. C'était un peu une histoire d'amour que j'ai retrouvée après 30 ans que j'ai quitté l'Algérie, que j'ai quitté le Harrach. Donc c'est un peu spécial.
C'est un peu spécial et voilà, donc là je ne sais pas, là il me semble que c'est le clip de tout à l'heure. Ça c'est le clip de Mensmahfik. Voilà. Et Derid Dekfidi, c'est le second single dont on parle. Voilà. Et qui connaîtra, j'espère, le même succès également. Inch'Allah. Donc il tourne déjà ces 2 singles en radio et on espère en tout cas que le public va vraiment les adopter. Hein. J'espère bien, Inch'Allah. Donc nous on est là pour travailler, on est là pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et puis le public, c'est lui qui juge toujours. Absolument, absolument. En tout cas, c'est vrai que le clip a été tourné pour ce qui est du second, entre la Vigerie, les Sablettes, voilà, c'est bien ça. Voilà. Les jeunes autour de vous réagissaient comment? Ils aiment le rail, les jeunes ici. Les jeunes, bien sûr, les jeunes aiment le rail. Ils étaient un peu contents, surtout c'était un peu quand il y avait Oulat Houma. Donc ça me rappelait ma jeunesse. Moi, je ne suis pas vieux, mais à l'époque, Sablette et la Vigerie, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. C'était une forêt. Il y avait, on appelait ça papas. Donc on descendait l'après-midi, se balader. Les parents ne savaient même pas. Ça m'a rappelé un peu quelques souvenirs et c'était très émotionnel. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Donc voilà. Donc on rappelle aussi que dans votre parcours, vous avez eu justement comment dire, surtout à Londres. À Londres, vous êtes monté sur les scènes les plus prestigieuses de cette capitale anglaise. J'ai fait presque toutes les scènes anglaises, les grands, the big venues comme on dit nous, Sheffield Bush Empire, Royal Albert Hall, Camden Town. J'ai fait Womat Festival. Ça, c'est les grandes scènes où pas mal d'artistes, de grands artistes sont passés, comme Elton John. C'est un honneur pour moi. C'était un honneur pour moi de représenter l'Algérie avec la musique raï. Et puis j'ai travaillé aussi. C'est pas venu comme ça. C'est le fruit d'un travail soutenu sur plusieurs années. En tout cas, on est ravis d'en parler ce matin. Donc le fils de la Vigerie qui est dans ces scènes prestigieuses, c'est un honneur pour l'Algérie. Le deuxième clip dont on écoutera peut-être un petit extrait, je ne sais pas si la régie va me le confirmer. Donc on va écouter un petit extrait. Ok. Il aura eu plus de chance sur cette promo. Inch'Allah, ça augure peut-être d'un succès qui l'attend. Hein. Qui sait. En tout cas, c'est le moins qu'on puisse demander et espérer pour ces 2 sorties. Le deuxième est un peu plus spécial. Donc, Derid Dekfidi est un peu dans le style Zanqawi, n'est-ce pas? Oui, c'est Wahiba, comme toujours, a décidé. Elle m'a proposé plutôt comme le style Zanqawi qui marche très bien et que j'adore moi aussi. Et ça fait plaisir de voir de nouveaux artistes, des jeunes qui font un style différent. Donc elle m'a dit, Nassim, pourquoi pas, avec des rythmes plutôt, on va dire, Zanqawi Rai. Et j'ai tout de suite aimé l'idée, on a accepté, puis on a commencé à travailler. Ça a été au début un peu difficile parce que avec une voix rail et le style Zanqawi, mais j'espère que ça plaira au public et puis on l'espère. Inch'Allah. On l'espère. Et c'est vrai qu'il faut être ouvert un petit peu aux propositions de ceux à l'écoute de nos paroliers, de nos arrangeurs et musiciens qui nous accompagnent. J'ai fait pas mal de... j'ai fait même une fois, j'ai travaillé avec Cheikh Abdelrahman Joudi que je salue. Il m'avait écrit une chanson sur l'Algérie. À Chaabi, on avait fait un style complètement différent et que ça avait marché. Touhaj, t'habit nchouf bladi l'Habiba.
الغربة ماشي غير دي الظروف اللي داتني للغربة عليها طال غيابي حبها في قلبي حاضر توحش قصرة أحبابيش لهوا وشمس الجزائر. C'est très, vraiment, comment dire, très émouvant ces paroles. Très émouvant pour quelqu'un qui vit loin de son Donc il y a la nostalgie, donc il faut toujours essayer, Bon, il y a des fois où on le sent, des fois on ne le sent pas. C'est ça l'artiste. L'artiste, il est plus, c'est les sentiments qui parlent. Et parfois ces sentiments vous envahissent au point où ils vous poussent à écrire vous-même, parce que vous êtes parolier parfois de vos propres chansons. Oui, j'ai écrit pas mal de chansons. Par exemple, j'ai écrit une chanson sur le Weldin, les parents, en 2006. Elle faisait partie d'un album que j'avais produit avec Hussam Ramzi et Steve Hellege. C'est les piliers d'un, deux, trois soleils, donc qui m'avaient contacté. J'ai eu l'occasion de travailler avec, c'est pas des Algériens, c'est un Égyptien et un Anglais, Steve Hellege, qui est très connu, qui a travaillé avec Phil Collins. Mais qui ont leur sensibilité, qui ont leur plus-value dans le domaine du rail, ils l'ont prouvé avec le trio. Je pense que c'est eux qui se sont adaptés au rail, parce que la musique rail a dépassé les frontières. Donc c'est une musique que tout le monde aime. Et on n'a pas fait que du rail, on avait fait pas mal de reprises de Dahmel Harrachi, comme moi je suis d'El Harrach, donc on avait insisté de faire 2 ou 3 chansons de Dahmel Harrachi. Et l'album était sorti en 2007, à l'époque, avec Arc. Vous êtes à moitié Mostagane, moi aussi. J'ai le père, Allah yarhamou Saleh, Allah yarhamou Oumet Mohamed, qui est d'origine de Mosta, et la maman qui est de Cuba. Voilà, ce qui explique un peu votre penchant. Moi, j'arrive à imaginer votre penchant pour la musique rail, pour cette parole justement qui correspond à votre dialecte d'origine en tout cas. Merci. On rend hommage à votre père justement à travers la photo qui va apparaître à l'antenne à l'instant. Voilà, je pense que c'est lui. Oui, Allah yarhamou, donc qui était très actif, qui avait une association qui faisait beaucoup pour les enfants de Bab el-Oued. Allah yarhamou, donc voilà, ne pleurez pas. J'ai les larmes aux yeux, donc Allah yarhamou. Il faut avoir une pensée pieuse pour lui ce matin. Donc on se joint à vous pour justement lui rendre hommage. Merci beaucoup. Voilà, il aurait de quoi être fier de son fils en tout cas. Je pense qu'il était toujours fier de nous. Il nous a appris une seule chose, c'est l'amour de l'Algérie, le respect des parents et puis travailler dur pour réussir. Voilà, la réussite était justement au bout du chemin. Pour vous, Cheb Nassim London, on a été ravis de vous recevoir. Merci, c'est tout le plaisir est pour moi. Je vous remercie l'équipe technique aussi. Et de présenter les 2 clips, donc Man Smashfik et Derid Dekfi, les 2 nouveaux clips et singles de notre artiste ici présent. Merci infiniment. Merci, un petit coucou, c'est possible? Rapidement. Oui, à la maman, à madame et à ma petite fille et tous les Algériens qui se trouvent à Londres. On les embrasse également et on vous souhaite vraiment le meilleur à tous et on vous dit à très bientôt. Donc dès demain, on reprend avec un autre programme dans Bonjour d'Algérie, votre magazine de la matinée. Au revoir à tous.